Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision et dans les jours à venir, on l'espère bien, nous serons justement dans les ménages parce que vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous le demander. Ne vous inquiétez surtout pas, soyez patients et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Sahel, affaire des soldats ivoiriens, que peut la CEDEAO? C'est notre grande interrogation. Sahel, affaire des soldats ivoiriens, que peut la CEDEAO? C'est notre grande interrogation. La Côte d'Ivoire a décidé donc, mesdames, messieurs, de confier la gestion de la détention des 46 soldats ivoiriens de Mali à la CEDEAO. Bamako dénonce, selon le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako est purement judiciaire et bilatérale. C'est pourquoi il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire à leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Le colonel Abdoulaye Maïga ajoute que la médiation engagée par le Togo est l'unique cadre de règlement du dossier. Une sortie de trop, estime Doudou Sidibé, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gustave Eiffel en France. On sait pertinemment que celui-là, eh bien, c'est un cerveau blanchi. Selon lui, le Mali est en train de se faire beaucoup trop d'ennemis. Il est temps que le Mali s'arrête un peu, qu'il fasse l'évaluation, qu'il essaie de rétablir ses relations, de communiquer davantage. Le Mali n'a aucun intérêt à s'isoler sur la scène internationale et à plus forte raison en Afrique avec ses voisins. Eh bien, mesdames, messieurs, il faut préciser par ailleurs que ces mercenaires ivoiriens détenus depuis mi-juillet par les autorités maliennes, après avoir été interpellés à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako, les 46 soldats, il faut le préciser, sont accusés par le pouvoir maliens d'être des mercenaires qui ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et surtout écroués. Il faut préciser par ailleurs que jusqu'à preuve de contraire, les autorités ivoiriennes démontent toujours cette affaire et disent qu'ils appartenaient à un contingent, on va le dire comme ça, de la MINUSMA. Seulement, mesdames, messieurs, chose curieuse, jusqu'à preuve de contraire, eh bien, la MINUSMA et sans oublier l'ONU ne reconnaissent pas justement ces 46 personnes, pour ne pas dire ces 46 mercenaires. Initialement, on parlait de mercenaires, mais on ne peut plus parler de mercenaires dès lors que le rattachement avec un État est déterminé, dès lors que l'État les réclame comme étant des siens et rappelle qu'ils sont en mission. Le vrai sujet aujourd'hui est que cette affaire n'a que trop duré, déclare d'ailleurs Mamadou Ismaïla Konaté, qui est avocat et ancien ministre du côté de la justice du Mali. À dire tout simplement, mesdames, messieurs, que jusqu'à preuve de contraire, eh bien, il faut le dire, le Mali a ses ennemis et ses ennemis sont justement à l'intérieur de son territoire. 2 semaines après l'interpellation justement des 49 militaires ivoiriens à Bamako, la MINUSMA, la mission de l'ONU dans le pays, a reconnu que certaines procédures n'ont pas été suivies dans le cadre du déploiement de ces soldats ivoiriens. Des dysfonctionnements que reconnaît aussi l'éditorialiste ivoirien Venance Conan, l'ancien directeur général du quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Alors, jusqu'à preuve de contraire, on les déclare du côté du Mali être des mercenaires. Sahel, affaire des soldats ivoiriens, que peut la CEDEAO? C'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Paul Ella, le président de African Revival. Paul Ella, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je renouvelle mon plaisir de te retrouver, toi et tes téléspectateurs par millions, et merci de me donner l'occasion de décrypter autant que faire se peut les problématiques que tu mets sur la table. Et aujourd'hui, tu m'amènes du côté du Mali et de la Côte d'Ivoire. Mali et Côte d'Ivoire, justement 2 pays frères. On parle bien sûr des soldats, l'affaire des soldats ivoiriens, même si jusqu'à preuve de contraire, rien ne prouve que ce sont des soldats, parce que ni la MINUSMA, ni justement d'autres légions, on va le dire comme ça, ne les reconnaissent comme étant des soldats. Et le problème est le suivant, c'est que l'affaire va plus loin cette fois-ci. La Côte d'Ivoire a pris l'initiative, on va le dire ainsi, de déposer cette affaire entre les mains, on va le dire, de la CEDEAO. Alors, la Côte d'Ivoire qui fait recours à la CEDEAO quand ça l'arrange, oui, et qui fait recours à la CEDEAO quand ça ne l'arrange pas. En tout cas, vous vous rendez bien compte que la Côte d'Ivoire et la CEDEAO ont des accointances assez particulières parce que c'est la même Côte d'Ivoire qui était dans la logique
qu'elle a inspiré à la CEDEAO pour sanctionner le Mali illégalement, injustement et de façon inique dernièrement avec la privation des vols, du commerce, ainsi de suite, parce que cette Côte d'Ivoire et la même CEDEAO n'étaient pas d'accord avec les dispositions des autorités maliennes quant aux élections qu'on leur demandait de faire dans des délais qui étaient tout sauf raisonnables du point de vue de la situation militaire et politique au Mali. Alors aujourd'hui, c'est la même Côte d'Ivoire et la même CEDEAO qui font à Miami pour demander au Mali de restituer, de libérer les Karensi mercenaires, pas militaires, mercenaires que les autorités maliennes ont heureusement et très valeureusement interpellés à l'aéroport parce que ces personnes-là n'avaient rien de militaire. On se souvient que sur leur pièce d'identité, il y avait des étudiants, il y avait des maçons, il y avait des plombiers. Bon, il y avait tout sauf en réalité des gens qui ont une carrière de militaire. Et donc, même l'ONU qui est souvent dans de belles accointances avec tous ceux qui sont contre la liberté des peuples africains, a reconnu qu'il y avait des vices de procédure et que, voilà, même l'éditorialiste ivoirien dont vous avez parlé a reconnu. Alors, pour moi, le bon sens m'impose toujours de non seulement prendre les choses de façon assez globale, mais toujours de convoquer les faits historiques. Et l'histoire récente et même plus lointaine démontre à suffisance, s'il en était encore besoin, qu'il n'y a aucune raison de croire tout ce qui se rapproche de près ou de loin d'une logique qui aille dans les intérêts de la France. On sait pour qui la CEDEAO roule, on sait comment fonctionne la CEDEAO, on sait à la solde de qui la CEDEAO fonctionne, et avoir recours à la CEDEAO pour régler un conflit qui concerne deux pays, dont le Mali, qui est la cible privilégiée depuis le gouvernement de transition dirigé très très vaillamment et valeureusement par le colonel Assimi Goïta, ça ne peut rien nous inspirer de bon. Le Mali est la cible de l'Occident par rapport à sa détermination, à sa souveraineté et par rapport à tous les actes forts que le Mali et ses autorités ont pris jusqu'ici, entre autres, tous les actes forts que les autorités ont pris jusqu'ici, entre autres l'expulsion des médias de propagande RFI, France 24, l'expulsion de l'ambassadeur de France, la plainte au Conseil de sécurité contre la France, un certain nombre d'actions qui évidemment ne peuvent pas ne peuvent pas satisfaire, ou en tout cas ne peuvent pas les laisser en odeur de sainteté avec justement ces puissances impérialistes occidentales et notamment françaises. Il se trouve donc que quand la Côte d'Ivoire, en tout cas l'establishment ivoirien par son chef d'État, fait recours à la CEDEAO, après le petit détour que je viens de faire pour bien rappeler le contexte et le rôle de la CEDEAO, pour le moins pervers, pour les pays qui ne s'alignent pas selon les desiderata impérialistes occidentaux, il n'y a rien de bon à attendre de cette démarche. Mais on comprend aussi pourquoi la Côte d'Ivoire se rabat sur la CEDEAO, alors qu'en réalité, c'est un problème bilatéral qui peut se résoudre, y compris en dehors de la CEDEAO, mais évidemment, parce que il y a une diplomatie ivoirienne, il y a une diplomatie malienne. Ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour les Ivoiriens, c'est de reconnaître qu'il ne s'agissait guère de militaires, il s'agissait guère d'une mission de routine telle qu'ils l'ont indiqué. Et évidemment que du fait de l'histoire récente et moins récente, je ne peux que accorder du crédit en priorité, même instinctivement, aux autorités maliennes qui justement sont dans une logique de combattre un impérialisme qui n'a que trop duré. Et tout ce qui viendrait donc de cet impérialisme de façon directe ou indirecte ne m'inspire aucune confiance. Donc le bon sens m'impose d'accorder du crédit à la démarche malienne
Et le fait que la Côte d'Ivoire ait recours à la CEDEAO ne m'inspire rien de bon, je l'ai déjà dit, mais c'est un échappatoire aussi pour justement se dédouaner, la Côte d'Ivoire, en tout cas ses dirigeants, d'avoir pris des décisions puisqu'elle pouvait les prendre, à savoir reconnaître les faits qui l'accablent parce qu'ils sont factuels, ils sont patents, et s'excuser. Et le Mali, sûrement, trouverait des solutions pour ces 46 mercenaires restants. Mais la Côte d'Ivoire reste droit dans ses bottes de fierté mal placée et préfère diriger le problème au niveau de la CEDEAO, dont on sait aux ordres desquels elle est. Jusqu'à preuve de contraire, selon le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, il dit l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako est purement judiciaire et bilatérale. C'est pourquoi il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire à leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Alors, exactement. C'est une histoire judiciaire entre deux pays, c'est bilatéral. Et là, justement, il parle d'instrumentalisation. C'est ce que j'essayais de dire en d'autres termes dans mon propos. Parce que passer cela au niveau de la CEDEAO, oui, quand on sait comment fonctionne la CEDEAO, avec ces chefs d'État dont vous savez... Pour les Africains, la CEDEAO est aux ordres. Mais absolument. C'est comme l'Union africaine. Vous ne pouvez ne pas être aux ordres de celui ou de ceux qui vous financent. C'est juste pas possible, ça n'a pas de sens. L'Union africaine est financée à près de 70% par l'Union européenne. 72%. Voilà, plus précisément 72%. Mais vous vous attendez à quoi? Je veux dire, c'est même le bon sens. Je veux dire, parfois, il y a des réflexions qu'il ne faut même pas mener. C'est-à-dire que vous avez une attitude, j'ai juste à vous demander qui vous finance. C'est aussi simple que ça. Et je sais d'où vient cette attitude et qui vous la commande. Donc, comme l'Union africaine, la CEDEAO, malheureusement pour les Africains, n'est pas une organisation qui travaille à concrétiser, à matérialiser les velléités et les aspirations de souveraineté des peuples africains. Pas du tout. Ce sont des organisations, la CEDEAO en l'occurrence, est une organisation qui est à la solde de l'impérialisme occidental et qui n'existe jusqu'ici que par ses accointances mafieuses avec l'impérialisme occidental, et notamment français. Et donc, que le président de la Côte d'Ivoire sollicite la CEDEAO, ça nous laisse déjà deviner ce qui se trame. Et évidemment, derrière, vous avez la France qui est en train de tirer les ficelles et les petites marionnettes africaines de la CEDEAO qui sont en train d'exécuter. Où est passée donc la médiation togolaise finalement? Est-ce à dire que la Côte d'Ivoire ne respecte pas aussi la médiation togolaise qui avait justement pour mission de régler cette affaire? Vous savez que la mission togolaise, d'après ce qui s'est dit, d'après ce que j'ai appris de certaines sources, était en train d'aller dans un sens qui n'arrangeait pas totalement la Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'il devrait se contenter de cette médiation qui devrait en réalité suffire? Parce qu'à un moment donné, faisons les choses à l'africaine. C'est quoi la culture africaine? C'est une culture de fraternité, c'est une culture de chaleur, c'est une culture familiale, de proximité. Ça veut dire, j'ai un problème avec Steve parce que il n'est pas dit, il est même impossible que durant toute une vie, les quelques années qu'on a eu à se connaître et qu'on va encore se connaître, à plus forte raison pour des frères que nous sommes, qu'il n'y ait pas de quoi qu'entre nous, qu'il n'y ait pas d'incompréhension, qu'il n'y ait pas des moments de perturbation dans notre relation. Mais la sagesse africaine recommande d'aller vers son frère plutôt que de camper sur ses positions ou d'ameuter le monde entier, d'aller d'abord vers son frère et de dire, bon, vraiment, écoute... Pour vous, la Côte d'Ivoire campe encore sur ses positions aujourd'hui? Mais absolument. Déclarant que ce sont des soldats... Absolument, mais puisque... que ce sont des mercenaires. Mais qu'est-ce qui a bougé depuis le temps? Mais vous avez eu un communiqué des autorités maliennes qui était détaillé, qui était sourcé, qui était alimenté de preuves. Oui. Mais c'est encore là, tout le monde peut le lire. C'est clair, avec des heures, des dates, des indications, des noms. C'est tellement précis. Et vous avez en réponse un communiqué laconique, pondu comme ça, non signé, sans en-tête, en fait, sans les armoiries, et en l'absence de tout canon diplomatique. Vous avez donc ce communiqué qui a été pondu de la Côte d'Ivoire, mais qui ne disait rien. Vous n'avez rien à vous mettre sous la dent. C'est vraiment, non, c'est pas vrai, c'est pas tout ça. Vraiment, on aurait dit un ragot de quartier qui venait. Mais vous avez donc ces deux démarches
Et qu'est-ce que vous voulez? Nous, on attend du communiqué hyper détaillé, daté, sourcé et tout ce que vous voulez, qu'on ait en face, en tant que pays, une réponse digne des chefs d'accusation. Vous comprenez ça? Donc, qu'on puisse nous dire sur ce point, voilà les faits. Sur le point 2, voilà les faits. Sur le point 3, rien de ça. Silence radio. Et tout ce qu'on entend, c'est des menaces, c'est enfin, il faut arrêter. À un moment donné, quand on discute entre États, faisons des choses bien. Et on passe de la médiation du Togo, après on va appeler la CEDEAO, après si on n'est pas d'accord avec la CEDEAO, ce sera qui finalement, si ils vont appeler M. Macron. Ils vont dire à M. Macron de venir parler au Mali. Parce qu'en réalité, finalement, vous vous demandez, deux chefs d'État peuvent quand même résoudre un problème, j'ai envie de dire, grave, mais qui peut s'entendre, avec un peu d'humilité, venant de la part du dirigeant ivoirien, de dire, bon, vraiment, là, sur ce coup, on a foiré. Il n'est même pas obligé, hein, ça c'est moi qui le dis, mais je le pense, il n'est pas obligé même de s'humilier, parce que je crois que c'est de ça qu'il a peur, en mondovision, en disant, oui, c'est vrai, c'était des mercenaires, je demande pardon. Non, il peut même, parce que c'est ça, quand vous regardez comment fonctionne le gouvernement malien, ce n'est pas des gens qui vont chercher des pouces sur la tête d'un chauve. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont sur des faits et qui vous disent voilà, et ils vont avoir une attitude de dénonciation uniquement quand ils se sentent agressés et en danger. Mais on sait très bien que le Mali aujourd'hui n'est pas en odeur de sainteté avec l'Occident impérialiste et on sait très bien quelles sont les accointances des dirigeants ivoiriens et de la CEDEAO avec les puissances occidentales. Donc, c'est un schéma, c'est trivial de comprendre que le Mali ne peut pas laisser passer une affaire comme celle-là parce que tant que ce n'est pas clarifié, ben, ils sont toujours en danger. Et donc là, au lieu que M. Ouattara aille faire amende honorable avec son jeune frère et même son fils, je crois que c'est peut-être aussi ça qui le gêne un peu, parce que, mais entre chefs d'État, il n'y a pas, on s'en fout de qu'il n'y a pas d'âge. Voilà. C'est deux dirigeants, mais il doit pouvoir humblement aller vers Assimi Goïta et lui dire, bon, vraiment l'affaire là, j'ai foiré. Je suis convaincu que si il demande à Assimi Goïta, parce que c'est ça sa crainte finalement de M. Ouattara, vraiment n'expose pas ça. Tu sais que je suis quand même un vieux, je suis ton père, donc vraiment je suis sûr qu'il va trouver une solution. Mais il faut tempêter, il faut prêcher le faux pour essayer d'embrouiller le monde entier. Non, c'est pas sérieux tout ça. Il y a une situation extrêmement grave parce que on est en droit. Est-ce que Ouattara est disposé à des pourparlers? Je ne pense pas, mais il devrait. Je ne pense pas parce que je crois qu'il est un peu trop sûr, non pas de lui, attention, mais il est un peu trop sûr de M. Macron pour ce que M. Macron est supposé représenter pour lui, pour ce qu'il pense que M. Macron représente pour lui en termes de mentor, en termes de... Mais attendez, bon, je ne vais pas refaire l'histoire, mais un peu quand même. On sait très bien comment M. Ouattara arrive au pouvoir. Bon, je veux dire, quand vous arrivez au pouvoir de cette manière-là, dans des chars et à coups de canon, il a quand même fallu bombarder la présidence, il a quand même fallu tuer des milliers d'Ivoiriens. Paradoxalement, ce que la Cour, la parodie de Cour pénale internationale n'a comment dire, mis sur le compte que de M. Gbagbo, alors que le bon sens impose quand même que quand on parle de guerre, qu'il y ait deux camps et que pendant qu'un camp tire et que l'autre tire, il y a des morts de chaque côté. Mais, chose extraordinaire, la bien-pensance internationale de la communauté dite internationale a trouvé bon de manipuler ces pays aux ordres pour justement qu'on nous fasse croire que dans un conflit armé, mon cher Steve, qu'il y ait un seul qui ait eu des victimes, qui ait fait des victimes dans l'autre camp. C'est complètement stupide. Donc, en réalité,
On sait comment M. Ouattara est arrivé au pouvoir et on sait aussi, et il le sait mieux que nous, qu'il doit tout à la France et qu'il est prêt à leur retourner l'ascenseur aussi loin qu'il le puisse. Et donc, il n'y a donc pas à s'étonner de ce qu'il soit dans cette posture-là. Pendant ce temps, d'après les informations que nous avons, la France a besoin que la situation entre les deux pays s'envenime pour justement intervenir. Et on sait également depuis quelques heures déjà qu'il y a des exercices militaires du côté de la Côte d'Ivoire. Et l'option, c'est sûrement d'attaquer entièrement et totalement le Mali. Alors, il ne faut pas exclure ça. Il ne faut pas exclure ça parce qu'une fois de plus, quand on convoque les faits historiques, on se rend bien compte que la France est coutumière du fait en Afrique de créer des situations de chaos pour créer en conséquence des prétextes qui vont permettre qu'elles disent « Ah, on vient vous sauver, on envoie l'ONU ou on envoie des soldats français. » On connaît ces schémas-là. Mais c'est à la fin risible. C'est à la fin risible parce que vous vous rendez bien compte que cette grande France des Lumières, qu'on nous dit être une puissance, y compris intellectuelle, n'arrive pas, c'est ça qui, moi, je vous assure, ça me dépasse, n'arrive pas à s'inventer un autre modèle. C'est-à-dire que c'est des modèles passéistes éculés qu'on a eu le temps de voir, de lire et d'anticiper même à des millions de kilomètres. Mais elle retombe toujours dans les mêmes schémas. Pourquoi? Parce qu'elle est convaincue que les Africains ne réfléchissent pas par eux-mêmes et qu'ils ne comprendront rien. Malheureusement, il y en a encore qui continuent de dire « Ouais, il faudrait que la France vienne nous aider pour faire ci et ça. » Mais en réalité, c'est un schéma qu'on est en droit et qu'il est plausible d'anticiper. À savoir que vouloir que la situation s'enlise, parce que le plan A a échoué, à savoir éventuellement faire un coup d'État avec des gens qui allaient venir faire un repérage pour ensuite donner l'assaut pour d'autres. Le plan A a manifestement échoué. Et donc maintenant, il faut passer au plan B, C, peut-être jusqu'à Z. En tout cas, ils vont éplucher toutes les possibilités. Et donc, il est de bon ton, par convocation des faits historiques, parce que la France est coutumière de ce fait-là, d'anticiper et de ne pas exclure qu'il y a une volonté de semer le chaos pour ensuite dire qu'on envoie des forces spéciales pour soi-disant venir sécuriser, alors qu'en réalité, ce sera pour déstabiliser le Mali et faire partir justement les valeureux dirigeants du Mali qui donnent des nuits blanches et des maux de tête à l'establishment français et qui justement ne demandent qu'à voir ces dirigeants partir. Et la Côte d'Ivoire peut être effectivement une base arrière pour ça. Parmi les conditions justement pour libérer les 46 soldats, pour ne pas dire 46 mercenaires, il y en a seulement 3 encore, 43 parce que les 3 femmes qui faisaient d'ailleurs partie de ce contingent ont été libérées, il y a quelques jours d'ailleurs. C'est preuve de bonne foi. 46. Il en reste 46. Ils étaient 49. Ils étaient 49. Oui, Voilà. 3 sont partis, il en reste 46. Oui. C'est quand même la bonne foi de la part des autorités maliennes qui demandaient juste une chose. Nous recherchons des Maliens, d'ailleurs, qui doivent se présenter devant la justice de chez nous ici, et ils sont en Côte d'Ivoire. Notre vœu le plus cher, c'est que vous les rapatriez chez nous. Mais jusqu'à preuve de contraire, cette condition-là ne plaît pas à la Côte d'Ivoire. Je vous assure, les autorités maliennes sont un modèle pour les Africains et pour le monde même. Ça, je le dis vraiment. Elles sont un modèle. Tout simplement parce que quand vous voyez la façon dont ils gèrent ce type de crise, je l'ai dit tout à l'heure, ils vous donnent ils vous font un communiqué professionnel avec des dates, des chiffres, avec des données vraiment détaillées pour vous dire vraiment ça, on ne vous raconte pas d'histoire. Charge à la partie accusée de se défendre. Mais de l'autre côté, silence radio, absolument rien. Mais vous avez encore cet effort qu'ils font pour montrer leur bonne foi. Rappelez-vous, pendant les sanctions, ils ont dit et redit, nous sommes ouverts. Même des gens qui les ont poignardés dans le dos, ils disaient, venez, on va discuter, nous sommes ouverts. Franchement, si ça, ce n'est pas... Pendant les sanctions, il ne faut pas également oublier qu'ils ont donné à manger à la Côte d'Ivoire. Ils ont continué de fournir à la Côte d'Ivoire et au Sénégal, notamment, des têtes de bovins, alors qu'ils étaient dans une situation d'embargo. Franchement, si ces gens, ces autorités maliennes valeureuses que je salue ici,
si ces gens n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent, c'est juste de la mauvaise foi. Et voilà encore ces mêmes autorités maliennes, acculées justement par le banditisme impérialiste dont ces relais se retrouvent à leurs frontières, trouvent encore le moyen de faire des propositions précises et fraternelles en disant « vous avez des gens, des Maliens chez vous, on est encore prêt à négocier » et ils ont récemment libéré trois dames ivoiriennes de ce contingent-là de mercenaires. Donc franchement, si ça, ce n'est pas de la bonne foi, si ça, ce n'est pas de la fraternité à l'africaine, et ce n'est pas étonnant, on rappelle quand même que le Mali, c'est l'une des plus anciennes civilisations africaines et qui, justement, ne peut que donner des leçons à leurs voisins en termes de résolution de conflits, en termes de fraternité, justement, et en termes de convivialité. Et la balle est exclusivement dans le camp de la Côte d'Ivoire. Cette situation conflictuelle aurait pu déjà être résolue depuis très longtemps, mais parce que malheureusement, les autorités ivoiriennes ont un autre agenda que celui de la fraternité entre peuples frontaliers. Et malheureusement, aux ordres de la France, il faudra rapidement qu'ils se ressaisissent, que ces autorités-là se ressaisissent et qu'elles se souviennent que la proximité, pas seulement géographique, mais aussi historique, fraternelle, civilisationnelle avec le peuple malien et les autres peuples d'Afrique est beaucoup plus forte et ancrée que les prétendues amitiés avec la France qui leur fait miroiter des fausses illusions. Merci à vous, Paul, d'avoir été dans notre ce matin. Je vous remercie, mon cher Steve. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement sur ce même plateau. Restez sur Panafricanist TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.